Bonjour à tous, merci à Claude pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des actualités pratiques, mais à destination des urgences dans le cadre du syndrome coronarien aigu. Qu'est-ce qu'il y a un peu de nouveau en 2024? Donc, ici, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a revu un peu tous les guidelines en cardiologie en 2023 à l'ESC, l'été passé. Et il y a pas mal de choses qui ont été chamboulées, ce qui amène finalement à la grosse confusion pour l'instant, aux urgences, en réanimation, en salle, notamment par rapport au pré-traitement. C'est des choses qu'on va revoir un petit peu, essayer de clarifier, essayer de vous expliquer pourquoi justement il y a cette confusion pour le moment. Donc bref, l'idée d'aujourd'hui, je vous ai un peu sélectionné les guidelines les plus importants, parce qu'il y en a des centaines, on n'a pas le temps de tous les revoir, ceux qui pourraient être pratiques pour vous ici aux urgences. Donc quoi de neuf finalement en 2023-2024? Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc bref, ici le projet, 3 points finalement. On va revoir un peu les guidelines, on va essayer de dégager ce qui est pratique, comme je disais. On va essayer d'en discuter à la fin, si vous avez des questions, des attentes. Tout ça en fait dans le but, essayer pour l'institution de faire un protocole, une fiche pratique pour le syndrome coronarien aigu, pour vous aider à la prise en charge. Maintenant, j'insiste, ce n'est pas parce qu'il y a une ligne de conduite qu'elle doit être respectée à la lettre. Il y a toujours bien sûr le libre arbitre et votre réflexion qui prime par rapport au protocole proposé. Bref, les guidelines, il y a des choses qui sont toujours éternelles, que vous n'êtes pas sans savoir, les guidelines de cardiologie. Il y a toujours finalement des classes, 3 classes essentielles. Classe 1, c'est ce qui est recommandé de faire. Classe 2, finalement 2A, 2B, ce qui pourrait être considéré, ce qui peut être considéré. Et classe 3, très important, ce qui ne doit surtout pas être fait. Alors il y a des preuves qui sont différentes. Classe A, ça a été des études multicentriques, c'est vraiment un gros niveau de preuve. B, un niveau de preuve un peu moins évident. Et classe C, plutôt un consensus d'experts. C'est hyper important parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été décidées l'année passée. Alors, déjà, première chose qui change, c'est la toute première fois, en 2023, qu'en fait, on a regroupé les guidelines STEMI and STEMI. Donc ST+, non ST+. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, au niveau des différentes discussions collégiales, que finalement c'est la même entité, c'est le même spectre en fait. En gros, le syndrome coronarien aigu, une fois qu'il est traité, avec l'angioplastie primaire, finalement, ce qui en découle, la surveillance post-hospitalisation, etc., c'est la même chose. Donc, on ne va pas sortir des guidelines en 2 ans cette année, et je pense qu'à partir de maintenant, chaque année, enfin, quand ils referont les guidelines, ce sera toujours groupé. Alors, toujours comme je disais, le spectre est la même entité. Alors, ils ont mis ce schéma qui a la volonté d'être assez simple. Effectivement, en Coronaro, on a un principe qui s'appelle le principe KISS, Keep It Simple. C'est exactement ça. En fait, ici, ils se sont dit, voilà, le but du jeu, c'est de simplifier au maximum. Il y a une présentation clinique qui est, je vais dire, quasi typique. Des ECG à regarder, normal, une sous-décalage, un sus-décalage, une arythmie maligne. Un diagnostic qui doit être fourni, NSTEMI, STEMI. On dose les troponines, est-ce que c'est non élevé, est-ce qu'il y a une chute, une élévation, et finalement un diagnostic final que vous retenez, est-ce qu'il y a finalement un angor instable, NSTEMI, STEMI. Ça, c'est un peu, je vais dire, ce qu'ils proposent, c'est ce que vous faites déjà aux urgences, c'est ce qu'ils font depuis longtemps, mais ils ont essayé de simplifier en disant, voilà, c'est le même spectre. Ensuite, un peu même pareil, ils insistent un peu dans les guidelines que le but, c'est d'essayer d'arriver le plus rapidement possible au diagnostic. Et donc à ce moment-là, ce qui va prédominer, et ils insistent, et ça, je suis sûr que Claude veille au grain pour que ce soit fait, mais d'un point de vue théorique, patient qui présente une douleur thoracique suspecte, le CG doit être fait dans les 10 minutes. Je sais bien que ce n'est pas toujours possible, mais c'est ce qu'on est censé faire. À ce moment-là, ça vous permet de discriminer assez rapidement, et c'est, je veux dire, la pierre angulaire pour moi de la prise en charge ici, c'est est-ce que c'est ST+, ST-. On ne demande pas à réfléchir plus loin. Est-ce que ça sus-décale ou est-ce que ça sus-décale pas? Ensuite, en fonction de là, vous allez pouvoir adapter vos investigations. Bref, on va essayer maintenant de revoir un aspect plutôt pratique des guidelines. Un patient qui vient aux urgences de WI pour douleur thoracique. Alors, c'est assez rébarbatif, donc je vous en mets, je vais dire, sélectionner les plus importantes qui soient les plus intéressantes pour vous aussi aux urgences. Donc, on va faire un peu dans l'ordre. Le patient qui se présente aux urgences, voilà, qu'est-ce que vous avez comme arme qui est recommandée par l'ESC pour arriver au diagnostic le plus rapidement possible? Eh bien, sans surprise, je mettrai des cœurs ici d'ailleurs sur ce qui me semble le plus important pour vous à retenir. Ici, par exemple, ce qui est recommandé, c'est évidemment le CG, comme je disais, inférieur à 10 minutes idéalement. C'est ce qui va permettre d'être discriminant. C'est une classe 1, le CG doit être fait le plus rapidement possible. C'est ça qui va
finalement faire votre prise en charge. Et évidemment, on n'en a pas reparlé, mais si vous avez une suspicion forte, ne pas hésiter à faire le CG postérieur, etc. Alors, vous n'arrivez pas à tester plus, donc finalement, vous êtes plutôt dans un ECG qui est normal ou une suspicion d'enstémie. Quelles sont vos armes supplémentaires? Là, les guidelines sont également pareilles. Il faut doser les troponines ultrasensibles et essayer, ça à nouveau c'est très théorique, les guidelines disent qu'il faut que les labos essayent de vous donner un résultat dans les 60 minutes. D'accord? Alors, ça c'est très important et j'en avais discuté avec Claude aussi. Il est quand même maintenant recommandé classe 1, avec un bon niveau de preuve quand même, que ce qu'on peut faire actuellement, c'est des algorithmes de rollout en 1 heure. Donc vous dosez au temps 0, vous dosez dans 1 heure. Éventuellement, selon les délais des labos, on peut faire en 2 heures. Mais c'est plus vraiment recommandé, ou à part en dernière intention, de faire des H+3. Donc c'est 0,1 ou 0,2 en fonction des temps de labo. D'accord? Alors, ils disent, mais ça honnêtement, à nouveau, c'est fait par des théoriciens, donc ça ne représente pas toujours la pratique. Mais si vous avez un cas un peu touchy, ils considèrent qu'on peut quand même essayer de faire des calculs de score. Mais aux urgences, je vous vois mal quand même à faire des calculs de score, du score GRASS. Mais c'est le seul qu'ils ont retenu, ils ont simplifié, ils en ont gardé qu'un. Et c'est quelque chose qui se calcule assez facilement, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais déjà poser une première question. Ouais, dis-moi. Par rapport au délai de l'apparition des symptômes. Ah, justement, j'y reviendrai juste après. J'en mets dans 1 ou 2 dias, je te donne ça. Ok. Mais exactement, c'est une excellente remarque, Claude. Alors, ici, toujours un peu sur le triage, il est hyper important, une fois que vous avez le STEMI diagnostiqué, de ne pas trop tarder. Voilà, si vous avez un authentique ST+, on ne se complique pas la vie, ST+, Coro. Voilà, fin de l'histoire. Et il y a un chemin, je vais dire, qui est normalement privilégié pour aller à la Coro le plus rapidement possible. Ça, c'est le GRASS score. C'est quelque chose qui peut être fait quand vous avez des cas un peu touchy, que vous voulez un peu vérifier si votre patient est à très haut risque ou pas. Il y a des applications assez simples sur Medcalc ou suivre simplement le Pocket ESC. Honnêtement, ça ne représente pas toujours la pratique. Maintenant, pour répondre à la question de Claude. Donc, ici, c'est un patient qui vient, et forcément, il a déjà été trié, le CG a été fait, vous êtes plutôt vers une suspicion d'enstémie, donc vous n'avez pas de ST+. Vous faites un rollout, soit en 1 ou 2 heures, en fonction de ses possibilités de labo. Vous avez, finalement, les guidelines tropo ici, c'est des choses que vous connaissez par cœur aux urgences, mais ça utilise toujours la définition universelle, la 4e définition universelle de l'infarctus. Donc à savoir que si vous avez une élévation de plus de au-dessus du 99e percentile, vous avez un infarctus si vous avez une clinique associée. Ce qu'ils entendent par clinique associée, c'est douleur typique, modification ECG, enfin bref. Ça, c'est la 4e définition universelle de l'infarctus. Pour répondre à Claude, sur cet algorithme qu'ils ont simplifié ici, si vous avez un dosage assez faible, voire normal, de troponine T ultrasensible, et on ne le voit pas très bien, mais ils ont mis un petit a, et la légende de ça, c'est si les douleurs datent de H+3 au moins, vous entrez alors dans cet algorithme de rollout. Donc c'est-à-dire qu'en fait, a priori, si c'est une troponine ultrasensible, vous pourriez laisser rentrer votre patient. Maintenant, il y a toujours une place pour la haute suspicion clinique, vous dites, fouf, je ne fais pas confiance, il laisse toujours une place, on y reviendra, pour faire alors à ce moment-là un autre contrôle que vous pouvez faire à la 3e heure, au cas où vous vous dites, je ne le sens pas, on va quand même recontrôler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les guidelines donnent une ligne de conduite, mais malheureusement, ils laissent beaucoup de place aussi à votre réflexion. Et ça, malheureusement, ce n'est pas clairement défini. Alors évidemment, la 3e partie, vous avez soit un taux initial de troponine qui est très élevé ou qui augmente à H+1 ou H+2, selon l'algorithme que vous aurez choisi. À ce moment-là, vous avez un rule-in. Vous hospitalisez le patient, vous avez votre diagnostic. On y reviendra, mais si vous êtes à la région intermédiaire, donc vous avez une forte suspicion clinique, vos troponines n'ont pas monté, ou vous vous dites je ne suis pas très à l'aise avec mon H+1, à ce moment-là, libre à vous de vous faire aider par le cardiologue qui est sur place, réaliser une échographie, voire un peu discuter ou observer le patient. Bref, ça c'est un peu ce qu'on disait là. Ils ont recommandé à nouveau plusieurs examens par rapport à l'échographie. Je vais juste revenir. Ouais. Vas-y, dis-moi. Douleur depuis plus de 3 heures, suspicion faible, Exactement. Alors, ce qu'ils ont défini ici, c'est que là, tu as une suspicion d'enstémie, tu fais la troponine à temps 0 et à 1 heure. Si jamais déjà de départ, tu avais une troponine qui était normale et que la douleur est à plus que H+3, ils disent que tu peux théoriquement laisser partir ton patient. Tu peux faire un reload. Maintenant, attention, ils insistent,
Partir ne veut pas dire qu'il n'a rien, vu qu'il est quand même venu pour quelque chose. Il doit avoir un cardiologue, il doit faire une exploration éventuellement, mais ça veut dire qu'aux urgences, tu peux éventuellement le décharger. Moindre doute, tu fais l'algorithme H+1, H+2, et si tu as encore un doute, tu fais un H+3. Ici, juste un mot pour l'échographie. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si jamais vous décidez de faire une échographie, c'est certainement pas pour retarder votre diagnostic, c'est pour vous aider à la prise en charge. Et quelque chose qu'on entend quand même souvent ici, c'est par rapport au coronaroscan. Le coronaroscan, si vous avez vraiment un NSTEMI qui est confirmé ou suspecté, ce n'est pas un examen de routine, c'est quelque chose qui doit se discuter avec le cardiologue, effectivement, au cas par cas. C'est important. Alors voilà, votre patient, ben voilà, vous l'avez trié avec le CG. Quels sont les autres algorithmes pour vous intéressants aux urgences au niveau des guidelines? Moi, je pense que le plus important, et on l'oublie bien trop souvent, c'est l'oxygène. En fait, on dit qu'il faut viser, éviter les patients hypoxémiques, mais c'est hyper important de ne pas saturer vos patients en oxygène, parce que sinon vous allez remplir le sang de radicaux libres, et au niveau de la reperfusion, vous allez augmenter le dommage cardiaque. Donc c'est vraiment très important de ne mettre que l'oxygène au cas par cas, pour éviter l'hypoxémie. Et ça, vraiment, j'insiste, j'ai mis un petit cœur, c'est quelque chose que vous devez retenir, ce n'est pas systématique. Alors, effectivement, ça, c'est toujours un peu la même chose. Ils disent que si vous avez un STEMI, il faut transférer dans un service où il y a un service de garde 24 heures sur 24 et où on peut performer l'angioplastie primaire sans délai. C'est la raison pour laquelle ici j'ai mis CHU de Liège, parce que dans nos algorithmes ici, aux urgences, si vous avez un STEMI, même si on a un cath lab sur place, ce n'est pas nous qui le faisons. Le STEMI, c'est au CHU pour le moment, et ça suit les guidelines tout à fait, parce que c'est eux qui ont le service de garde. Alors, le chemin du STEMI, ça c'est déjà ce que vous connaissez par cœur, on ne va pas y revenir très longtemps, juste que j'insiste, parce que les choses n'ont absolument pas changé. L'idée, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible à l'angioplastie primaire, une fois que vous avez votre diagnostic de STEMI. Idéalement, ils disent, si c'est sur place, d'être en dessous de 60. Si ce n'est pas sur place et que vous devez transférer, dans les 90 minutes. Si vous ne pouvez pas être dans les 120 minutes au centre, ils parlent toujours de fibrinolyse, etc. Mais je vous ai épargné ça aujourd'hui parce qu'ici, nous sommes quand même en dessous de 120 minutes des centres d'angioplastie primaire. Le chemin du NSTEMI, alors lui, il a un petit peu changé. On y reviendra. Une fois que vous avez fait votre diagnostic de NSTEMI, maintenant, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait, ben voilà, NSTEMI, faible risque, moyen risque, haut risque, très haut risque. Voilà, ils ont simplifié. Il n'y a plus que haut risque et très haut risque. En gros, ce qui est très intéressant pour vous à savoir, et ça c'est un travail aux urgences, c'est de mettre en évidence, on ne le sait pas très bien lire ici, donc j'ai refait une autre dia, quels sont les très hauts risques. Pourquoi? Parce que les très hauts risques, le chemin est différent. Vous allez en fait, pour un NSTEMI, aller à l'angioplastie immédiate, comme un STEMI en fait. Et ça nécessite plusieurs critères qui sont bien définis. On va les revoir ensemble. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant, on y reviendra, c'est que la plupart des infarctus, NSTEMI, au départ, il y avait un délai qui n'était pas très clair dans les guidelines, où on avait 24-48 heures. Ici, maintenant, ils doivent être faits, la plupart, dans les 24 heures. On dit dans les 24 heures. Sauf ceux qui sont éligibles pour une immédiate angioplastie primaire, ou ceux que vous avez classés à haut risque, donc pas à très haut risque. Là, vous pouvez négocier avec le coro pour que ce soit fait en dessous de 24 heures. Ça, c'est, on va dire, early invasive. Exactement, on va revoir ça un petit. Exactement. Exactement. Je parlerai justement des vendredis parce que les guidelines, en fait, c'est bien gentil, c'est fait par des théoriciens, mais la pratique de tous les jours, le vendredi. Exactement, on y reviendra. Donc voilà, donc ici les recommandations par rapport au timing invasif, donc c'est ce qu'on va revoir un petit peu de manière plus claire par rapport à ce que je viens de dire ici. Donc en gros, ils disent que vous pouvez, si vous avez un STEMI qui vient aux urgences et que l'onset des douleurs est inférieur à 12 heures, clairement, il faut aller à l'angioplastie primaire, sans trop discuter. Ça, c'est vraiment le truc hyper important. Ça, c'est pour la fibrinolyse. Ce n'est pas ce que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Voilà, on ne se pose pas trop de questions, inférieur à 12 heures, on y va. Alors, maintenant, si jamais vous êtes avec un STEMI, mais que les douleurs pour vous, elles sont au-dessus de 12 heures. Alors là, c'est toujours un niveau de preuve 1. Enfin, je veux dire un niveau de preuve plutôt conseil d'expert, mais c'est toujours une recommandation classe 1. C'est-à-dire que si jamais votre patient, pour vous, il a toujours des symptômes,
que ce soit ECG, clinique ou que vous ne le sentez pas d'un point de vue hémodynamique ou clinique des arythmies, eh bien, c'est coraux aussi, on ne se pose pas trop la question. Maintenant, par contre, là où ça devient un peu touchy, c'est qu'ils disent que, ben voilà, si vous avez fait votre diagnostic d'un phare, mais qu'on est à largement entre 12 et 48 heures, on peut toujours faire la choro, mais alors plutôt en routine à ce moment-là. Il n'y a pas d'urgence à la faire à la minute, si jamais vous avez un onset des douleurs qui est entre 12 et 48 heures et que le patient est asymptomatique du coup, pour le coup. Hein. Alors maintenant, si on est à plus que 48 heures, et ça je suis sûr qu'aux urgences vous avez déjà parfois eu le coup, et que le patient n'a pas de symptômes, il ne faut pas aller à la chorée immédiate. C'est même plutôt contre-indiqué parce que quand vous allez réouvrir, c'est tellement prothrombotique que ça peut faire des catastrophes. À nouveau ici, donc pour les infarctus, c'est très important de comprendre type NSTEMI que voilà, on va essayer de planifier la coronographie dans les 24 heures et qu'on va stratifier le risque pour savoir si on doit y aller immédiatement ou plus court que 24 heures. Et ça, comme disait Claude, ça a un peu changé. Ce qu'ils retiennent, et vous allez voir, ils ont simplifié au maximum. Ils ont dit, ça, c'est les critères pour définir un très haut risque. Ça, c'est pour moi, c'est ce que vous devez retenir, notamment vos patients qui arrivent au déchoc. Et ils ont simplifié. Vous ne devez pas coucher tous les critères. Vous en avez un, c'est bon. Soit vous avez une instabilité, un choc cardio-génique, vous avez une douleur qui ne passe pas malgré vos traitements, il y a des arythmies malignes ou des chocs, vous suspectez une complication mécanique, une rupture de pilier, que sais-je. Vous avez une insuffisance cardiaque qui est vraiment dans un contexte suspecté, franchement clinique, d'ischémie, ou vous avez des modifications ST, on y reviendra. Il y a typiquement une modification ST où vous ne devez pas attendre par ailleurs la troponidémie, on y reviendra. Mais si vous avez des modifications ST fluctuantes, donc des ST plus transitoires, des choses comme ça, c'est des choses pour lesquelles je pense qu'il y a quelque chose d'instable. Il faut téléphoner au coro pour faire la coro de manière immédiate. Voilà, coro. Maintenant, ça, c'est les hauts risques. Alors à ce moment-là, ils sont un peu plus soft. Ça veut dire les coros que franchement, vous devez négocier dans les 24 heures. Typiquement, Claude, on est vendredi. Tu as un patient qui rencontre ça. Voilà, tu as fait ton diagnostic d'enstémie, mais tu as quand même des modifications ECG, mais ton patient, tu ne le trouves pas si catastrophique que ça, mais tu as quand même des mouvements ST. On est vendredi. Est-ce que tu le gardes pour Christophe pour lundi ou est-ce que tu transfères au CHU? Ça, clairement, pour moi, si on suit les guidelines, tu devrais transférer au CHU parce que techniquement parlant, s'il refait des douleurs ou quoi que ce soit, il devrait être pris dans les 24 heures et donc samedi. D'accord? Donc ce genre de patient, vendredi, égale transfert CHU. Le critère qu'on a souvent et qui nous est demandé, c'est est-ce que le patient garde des douleurs? Exactement. Maintenant, il faut bien savoir que ici, on parle, je veux dire, tu leur poses l'indication finalement qu'il faut faire la coronographie dans les 24 heures. Ils prendront la décision finale, notamment s'il y a encore des douleurs. Maintenant, toi, ton job, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai ça, je ne garde pas mon patient ici. Ça, je vais vous le mettre juste pour vous rappeler une chose par rapport aux anti-P2Y12 et l'aspirine. Bon, l'aspirine, vous connaissez ça par cœur depuis tellement longtemps. On ne va pas y revenir, mais la dose IV, c'est 250 mg. On l'oublie toujours. C'est vrai qu'en Belgique et en Europe de l'Ouest, on a souvent des poches de 500. Donc par abus, on met souvent 500. Mais 250, c'est largement suffisant. Les long-game doses de clopidogrel, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez par cœur. Par contre, le prasugrel, j'insisterai peut-être sur une chose. C'est maintenant, dans les recommandations, vraiment celui qu'on préfère comme anti-P2Y12 si vous devez aller à l'angioplastie primaire. Mais il y a quand même quelques petits bémols. C'est extrêmement puissant, ça agit très rapidement, donc franchement une grosse prudence chez les patients de plus de 75 ans et surtout, s'il vous plaît, pas chez le patient qui a un antécédent d'AVC. Ça, c'est si vous devez retenir un truc, prasugrel, pas chez le patient qui a un antécédent ou suspicion d'antécédent d'AVC. On y reviendra. Ticagrelor, vous connaissez par cœur les doses de charge, etc. On ne va pas y revenir. Cangrelor, c'est plus finalement sur nous en percoronographie, donc on ne va pas y revenir. Par contre, ça, petite note, on le faisait déjà, mais c'était pas vraiment bien établi. Il y avait en pré-traitement à l'époque l'héparine, ils avaient même essayé le fondaparinux, ils avaient essayé l'enoxaparine, donc la Clexane. Il revient maintenant dans les guidelines que le plus simple et le mieux et le plus facile, ça reste l'héparine IV. C'est génial, c'est ce qu'on faisait déjà. Donc ça c'est cool, donc c'est entre 70 et 100 unités kilo. Ça, c'est si vous allez au 4 lab, on y reviendra, c'est vraiment l'héparine. Essayez d'oublier la Clexane, tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile, l'héparine. Fondaparinux, on y reviendra, là je te présente juste les drogues. Tu vas voir, je vais te redétailler ça justement pour le STEMI, etc. Fondaparinux, ça c'est quelque chose que vous devez connaître si vous hospitalisez le patient pour un NSTEMI.
on y reviendra tout à l'heure, c'est 2,5 mg sous-cutané. Ça, c'était juste les doses. Je ne vous ai même pas dit encore à quoi exactement ça sert. Ça, c'est les... Ils ont essayé de faire un tableau simplifié de leurs guidelines, mais que je trouve assez indigeste. Mais je vais essayer de vous le simplifier le plus simplement possible. Pour répondre à Claude, si vous avez un STEMI, ce qui est vert, c'est ce qu'il préconise de faire. Jaune, c'est ce que tu pourrais éventuellement faire. Rouge, c'est ce que tu ne dois surtout pas faire. Donc STEMI, héparine, aspirine. Tu peux, on y reviendra, et éventuellement pré-traiter. Et si tu dois pré-traiter, tu pré-traites avec du prasugrel. Par contre, NSTEMI, tu vas à la coro, héparine. Par contre, NSTEMI, tu ne vas pas à la coro, fondaparinux. C'est ça que j'insiste. On va le revoir un peu en détail parce que le tableau est assez indigeste. Exactement, il y a des choses qui sont déjà bien. Alors, au niveau, maintenant, en pratique, pour répondre à Claude en détail, donc l'aspirine, pardon. Donc l'aspirine, ben voilà, c'est des doses jusqu'à 250 mg IV, c'est ce qu'on faisait déjà, classe 1, ça ne bouge pas, ok. Ça par contre, on ne le fait pas toujours, notamment si vous hospitalisez le patient, parfois c'est oublié. Ne pas oublier chez le patient que vous jugez à risque sur le point de vue gastrique d'ajouter un inhibiteur de la pompe à protons. Prasugrel, comme je disais, c'est vraiment l'anti-P2Y12 recommandé parce qu'en fait, tous les guidelines vont être basés sur le prasugrel pour plein de raisons. Je vais vous expliquer. Donc le prasugrel, il agit beaucoup plus vite que les autres et les dernières études ont démontré, en fait, notamment via Atlantique et tout ça, que finalement, c'est tellement rapide, tellement puissant, qu'ils se sont posé la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de précharger finalement? Parce que quand ils préchargeaient, quand ils regardaient les patients, ils remarquaient quand même qu'il y avait beaucoup de risques hémorragiques majorés chez des patients chez qui il y avait une charge notamment illégitime ou qui devaient passer une chirurgie en urgence. Et ils se sont dit, bah, c'est bête, le bénéfice n'est pas tellement énorme vu que ça agit tellement vite, pourquoi pas le donner après la coronographie diagnostique ou lors de l'angioplastie finalement. Alors, c'est important parce qu'en fait, ils sont basés leurs recommandations, et on va voir par après, sur le prasugrel. Le Brilique agit un peu moins rapidement. Et vous allez voir que si on suit les guidelines, il vaut mieux utiliser le prasugrel. Et je vais vous expliquer après. Clopidogrel, vous connaissez par cœur aussi, la dose de charge, 300-600 en fonction du cas. C'est, je vais dire, l'anti-P2Y12 qui peut être utilisé à peu près chez tout le monde quand le prasugrel n'est pas possible ou le ticagrelor n'est pas possible ou contre-indiqué. Contre-indiqué, vous savez tous bien que par exemple, si votre patient est anticoagulé, et on y reviendra, c'est hyper important, c'est le clopidogrel qui devrait être préconisé. Dans les autres guidelines importantes, on en avait déjà discuté, mais là ils le disent quand même clairement en 2AB, c'est si vous devez choisir un, c'est quand même le prasugrel que vous choisissez en premier, si vous pouvez le mettre. Il faudra toujours regarder un peu le risque hémorragique, une contre-indication, je vous rappelle l'AVC. Enfin, ici pour vous c'est intéressant aussi, chez les patients un peu plus âgés qui présentent un syndrome coronarien aigu, notamment 80 ans, je pense que c'est plutôt une bonne idée de considérer le clopidogrel qui sera quand même à moindre risque hémorragique que le prasugrel par exemple, ou le Brilique. À nouveau, toujours sur les recommandations, et ça je dirais, c'est ce qui a mis le bordel cette année, c'est cette page-là. En fait, en gros, ils ont dit ici, le pré-traitement par P2Y12, enfin par anti-P2Y12, peut être considéré, donc 2B, pour les patients qui vont aller vers une angioplastie primaire. Ça change complètement la donne, parce qu'avant c'était 1, c'est-à-dire que devait être fait, c'est-à-dire que STEMI égale précharge. Ici, c'est plus le cas. En fait, maintenant, ils te disent, STEMI, en gros, est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu ne veux pas le faire? En gros, c'est ça qu'ils te disent. Ils te disent, peut être considéré. On va y revenir. Là, maintenant, c'est un peu la même chose. Ils te disent que le pré-traitement ne devrait pas être fait, finalement, mais peut être pourrait être considéré chez les parents. On va faire plus simple, parce qu'ils mettent des doubles négations. Donc, en gros, Claude, non, tu vas voir, je vais essayer de te simplifier ça au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, chez les patients qui présentent un NSTEMI, donc un ST-, chez qui tu vas faire une stratégie finalement de coronographie dans les 24 heures et qui n'ont pas de risque de saignement, tu peux éventuellement le considérer. Mais tu vois, 2B, c'est-à-dire qu'il dit tu peux considérer, mais c'est pas sympa du tout comme guidelines, parce qu'en gros ça te dit débrouille-toi en fait en vrai.
Alors, ça, j'insiste, et peut-être ça va simplifier les deux éléments un peu confusionnels qui sont là. C'est celui-là. Celui-là, il te dit que deux routines chez les patients chez qui tu ne connais pas l'anatomie et que finalement tu planifies ton intervention coronarienne dans les 24 heures, ce n'est pas du tout une obligation de routine de mettre un pré-traitement. Donc le NSTEMI que tu prends en charge le jour même, tu ne connais pas l'anatomie, tu ne précharges pas. Ça, c'est clair. C'est 3-1, il n'y a pas à discuter, c'est pas de confusion. Donc c'est facile. En fait, il te laisse toujours une possibilité de pouvoir sortir. Éventuellement, tu connais l'anatomie, tu penses que ça vaut la peine de précharger. Et je vais te donner un exemple à la fin, si tu veux. Chez qui tu penses qu'il n'y a pas trop de risque hémorragique, ok. Mais ils te disent aussi, attention, ce n'est pas un truc à faire de manière systématique. Et si en cas de doute, tu ne le fais pas. En gros, c'est ça qu'il te dit. En gros, je ressors les deux lignes ici parce que c'est les plus importantes. On vient de les voir, hein, mais c'est exactement ça. Donc en gros, je répète, pré-traitement STEMI, ce n'est pas systématique. D'accord et je dirais même, le patient que tu envoies à l'angioplastie primaire, donc NSTEMI, NSTEMI, ce n'est pas systématique, c'est au cas par cas. Ça, c'est exactement la première ligne. Donc douleur thoracique, ben voilà, malheureusement, ça amène à la réflexion. Peut-être on discute avec vous, discuter avec nous, mais souvent, c'est votre sentiment clinique qui va primer. Et je pense que si vous avez le moindre doute, il vaut mieux pas le faire. Ici, je réinsiste ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Si tu vas envoyer à NSTEMI en colonographie dans les 24 heures et que tu ne connais pas l'anatomie, tu ne charges pas. Voilà. Il y a une explication plus basique parce que bon, ce que j'ai compris, c'est que ces patients-là, il y a quand même parfois un risque plus important de se retrouver face à des lésions qui nécessitent des pontages. Absolument. Alors, c'est exactement ça. Donc, en fait, en vrai, il y a deux versants. Donc, tout ça est lié au prasugrel et avec les études de pré-traitement ou pas de pré-traitement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont rendus compte que chez les patients que tu pré-traiterais de manière systématique un STEMI, malheureusement, tu tombes, imaginons cas de figure, sur une maladie pluritronculaire qui nécessite une intervention en urgence. Malheureusement pour toi, tu as chargé en prasugrel. Eh bien, le chirurgien ne sait pas opérer tout de suite parce que c'est une catastrophe. Le risque hémorragique est majeur. Ça, c'est un. Deux, tu précharges en prasugrel. Il y a un authentique STEMI, mais malheureusement sur table, c'était un spasme. Tu ne pouvais pas le savoir. Le patient saigne avec une hémorragie abdominale, éventuellement sur le poids de ponction fémorale parce qu'il a dû passer en fémoral. Éventuellement, le patient a des complications hémorragiques graves parce que tu l'as préchargé. Alors, le rationnel, c'est de se dire que l'Ephion agit tellement rapidement et qu'on a d'autres armes aussi, nous, au CatLab, pour, attaquer le caillot ou protéger le stent, qu'en fait, au final, précharger n'a plus vraiment de sens, en routine en tout cas, je veux dire. Par contre, cas de figure autre, STEMI, patient a toujours mal, par exemple, tu connais l'histoire du patient, il a été stenté la semaine dernière sur l'IVA, il revient chez toi, il a arrêté ses traitements, c'est un STEMI, clairement, tu ne te poseras même pas la question, lui, tu vas le charger. Parce que tu peux le faire. Par contre, est-ce que vous parlez souvent entre coronarographistes? C'est une vraie question, hein, parce que oui. uniformisez vos attentes. Je pense que ici, tu vois, c'est très uniformisé. Je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je veux dire, européanisé. C'est comme ça qu'on doit faire maintenant. Claude, tu sais très bien, ce sont des guidelines. Il y a toujours une place pour la réflexion institutionnelle et la réflexion en pratique. Maintenant, nous, on vous fera des fiches et des choses assez claires et simples à suivre sur vraiment un petit truc d'une demi-page avec en cas de ça, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, la réflexion est toujours, bien sûr, dans votre camp. On est en SMUR, on arrive au CHU, coronarographiste 1, déjà, tu n'arrives même pas au coronarographiste, c'est l'infirmier. Et on ne l'a pas chargé, j'ai pas fait des fiennes, c'est déjà un scandale, quoi. Ça dépend de. Lendemain, non. Tu ne l'as pas. Le problème, c'est que on l'a chargé. les guidelines, exactement, Claude, c'est pour ça que je voulais vous mettre à jour sur les guidelines, parce que malheureusement, il y a des coronographistes un peu de toutes les générations, et les anciennes générations, ils ont été habitués aux thromboses de stent, aux complications graves, et pour eux, c'est un crime de ne pas précharger. Maintenant, les guidelines. Maintenant, les guidelines d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas pré-traiter, d'accord? C'est ça que tu dois comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne pré-traites pas. Ça veut dire que c'est libre à ton appréciation, mais que tu dois pouvoir le justifier. Clairement, je te donne un exemple caricatural, mais le mec qui a été stenté la semaine passée sur une IVA, donc tu connais son anatomie, il vient d'avoir une coro, il a arrêté ses traitements, il vient pour un authentique ST+, chez toi au SMUR, là, le coronagraphiste, il va râler si tu ne l'as pas chargé. Parce que il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir chargé. Par contre,
Sus-décalage, tu ne connais pas le patient, il a 60 ans, il fume blindé, il a une artériopathie des membres inférieurs. Tu te dis, ouf, lui il est peut-être plus ritron, c'est peut-être plus malin de lui de ne pas le charger. Par contre, charger en P2Y12, les choses qui sont obligatoires et que vous faites déjà, c'est aspirine, héparine. Ok? Voilà, justement, on y revient. Là, maintenant, ils ont quand même bien établi par rapport à justement l'anticoagulation que vous faites sur le SMUR. Ce qu'ils préconisent, c'est la parentérale et c'est l'héparine. Plus que la clexane, etc. C'est vraiment l'héparine. Et d'ailleurs, si vous faites de l'héparine IV, retenez que c'est pour aller au cath lab. Si vous hospitalisez votre patient pour un NSTEMI, ne faites pas de l'héparine, ça n'a aucun sens. À ce moment-là, c'est plutôt fondaparinux. Voilà. Ça, j'insiste, un peu à l'inverse. Vous avez un STEMI, n'allez pas faire fondaparinux. C'est ça. Et ici, voilà, ils te disent que si tu vas à un NSTEMI, mais que tu es quasi sûr qu'ils vont le prendre aujourd'hui en coro, donc parce que tu as jugé que c'était quelque chose à très haut risque, tu ne fais pas du fondaparinux, tu fais de l'héparine. D'accord? En gros, retiens juste que héparine égale coro immédiate. Si tu fais ça, tu ne vas jamais te tromper. Quelques remarques sur des situations particulières que vous avez bien connaissance sur le SMUR, et une en particulier. Les patients qui font de la FA, qui sont sous Eliquis par exemple, ou Xarelto, peu importe. Vous avez un authentique STEMI sur le SMUR. Vous vous posez la question, est-ce que je dois quand même le charger en héparine ou pas, vu qu'il prend un anticoagulant? Les guidelines sont très clairs, tu dois le faire. Donc tu fais ton héparine. D'accord? Tu ne te poses pas de questions. C'est comme ça. Par contre, là où ça devient un peu foireux, c'est que dans les guidelines, ils ont dit oui, mais les patients sous AVK, si vous avez un INR au-dessus de 2,5, vous n'êtes pas obligé de les charger. Comment veux-tu sur le SMUR savoir ça? On va mettre des machines. Ça, c'est parce qu'il y a des centres en Europe qui ont des tests pour avoir l'INR au doigt. Mais nous, on n'a pas ça. Donc, Satron, Et sous NOAC, on charge. tu charges. Qu'il l'ait pris ou qu'il ne l'ait pas pris, tu charges. D'accord? Ensuite, toujours la FA. Ça, c'est plus vraiment les urgences, mais c'est pour que vous ayez quand même un recul. De plus en plus, les patients qui sont sous FA, on va faire une trithérapie la plus courte possible. 1 semaine chez le patient qui n'est pas au risque prothrombotique et 1 mois chez le patient à risque thrombotique. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on ne va pas vraiment surmajorer un risque hémorragique chez ces patients-là. Ce sera des trucs de plus en plus courts. Et je vous le dis aussi, mais ça, c'est ça plus finalement pour l'hospitalisation et pour nos amis en soins intensifs, il est quand même conseillé de diminuer la dose d'anticoagulant oral. Comme tu vois ici, hein, le Rivaboxaban, l'Abigatran. D'accord? Dis-moi. Non, il n'y en a pas. Sous NOAC, infarctus, sur le SMUR, je mets de l'héparine et aspégique. Ouais, tu fais tout ça. Et non, et justement, et c'est celle-là, tu vois, tu es toujours dans le bon timing, Claude. Écoute, voilà, justement, et ça, c'est un truc qui m'énerve, et limite qui m'énerve le plus au monde, bien plus que de précharger ou pas précharger, quand je suis au KT, ou quand j'étais superviseur en soins intensifs cardiaques, c'est cette dia-là. Si vous avez un STEMI qui est anticoagulé, comme tu viens très bien de le dire, pour une FA par exemple, ou une embolie, que sais-je, sous NOAC, et que vous jugez nécessaire de le précharger parce que ça vous semble légitime de le précharger, s'il vous plaît, pas de ticagrelor, pas de prasugrel. C'est anticoagulation, c'est clopidogrel, l'anti-P2Y12 que vous choisissez. Et je vais vous expliquer en 2 secondes pourquoi. Mais donc retenez ça. Anticoagulation ou indication d'anticoagulation chronique chez votre patient, clopidogrel, pas les autres. Vous avez un doute, les guidelines vous autorisent justement à pas charger. Donc profitez des guidelines. Vous avez un patient FA anticoagulé, vous dites ouf, il a quand même 80 ans, il est en FA, il fait OK un STEMI, mais oui, les guidelines t'autorisent à ne pas charger de manière systématique. Donc tu ne charges pas. Les guidelines, ils autorisent. Mais non, mais tu ne cherches pas, ce serait logique. Et c'est fait exprès pour ces patients-là. C'est fait exprès parce que imagine, tu as un authentique STEMI sur un Minoka. Donc tu as envoyé un embol de caillot, je ne sais pas moi, dans l'IVA. Tu précharges ton patient comme tu faisais avant. Imaginons, en plus en te trompant, imaginons, en mettant du Brilic. Le patient, il saigne la rage, il meurt d'hémorragie. Mais en fait, il n'avait rien au niveau des coronaires, c'était juste un caillot. Et c'est pour ces patients-là que ça a été fait, ces guidelines-là. Pour dire que le patient anticoagulé, que tu juges à risque hémorragique, ben, ne le cherche pas. On le fera en coro si jamais c'est nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Le risque hémorragique est moins important sous clopie qu'avec les autres. Absolument. Et surtout, c'est une classe 3 d'associer prasugrel et Brilic. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça. Et je vais t'expliquer en 2 secondes pourquoi après. Ça, c'est ce que j'avais imprimé pour mes assistants quand je travaillais en réa cardiaque l'année passée. C'est l'enfer sur terre quand l'urgentiste met du Brilic ou du prasugrel chez un patient qui est anticoagulé.
Parce que nous, on doit faire des switches assez rapidement pour que le patient ne saigne pas vers le clopidogrel. Mais les switches, ce n'est pas simple. Les switches, tu dois vraiment peser la balance en réa entre l'hémorragie, la thrombose de stent. Donc, pour nous éviter tous ces tracas-là, si d'emblée, anticoagulation égale clopidogrel, on n'aura pas à se tracasser de ça. C'est parce que vous ne voyez pas la suite, mais c'est l'enfer si jamais le patient est anticoagulé sur prasugrel, subrilique, il y a un risque hémorragique qui est tel, et on va devoir arrêter au bout d'un moment parce qu'on ne peut même pas se dire « oh, on changera plus tard », il saigne. Donc il faut vraiment faire attention à ça, c'est très important. Ça, c'est des petites choses qui rappellent, mais c'est des choses que vous connaissez par cœur. C'est un peu les recommandations pour éviter les saignements. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le patient, vous pensez à un risque de saigner au niveau digestif, n'hésitez pas à mettre un peu d'IPP. Ici, on en a déjà discuté de plus en plus, mais ça, vous le verrez. Un peu moins ici aux urgences, mais c'est les patients qui font des enstémies, chez qui il y a une indication d'angioplastie ou un angor ou une indication de coronarographie. De moins en moins, on arrêtera l'anticoagulant. On privilégiera l'abord radial parce que ce qui est démontré, c'est que quand on arrête et qu'on reprend ou qu'on fait des bridges, les patients saignent et c'est toujours des catastrophes. Donc on arrêtera de moins en moins. Ensuite, ici, je dirais un petit mot quand même sur l'arrêt cardiaque qui est en dehors de l'hôpital. Vous êtes en SMUR. C'est des choses qui sont votre quotidien, mais il y a quand même deux choses à retenir hyper importantes. L'indication de coronarographie depuis l'étude Tomahawk, elle est vraiment limitée soit à une très haute présomption clinique de votre part d'un infarctus, ou soit, pour le coronagraphiste en tout cas, un ST+ authentique ou un équivalent ST+. Ça, c'est classe 1B, c'est-à-dire que vous allez à la coro que si vous avez un ST+. Et ils insistent tellement qu'ils font même une classe 3A pour dire que s'il n'y a pas de ST+, on ne fait pas la coro. Donc c'est plus comme avant. C'est-à-dire avant, arrêt cardiaque, bah, on va à la coro. Non. Si tu as le ST+, tu y vas. Si tu ne l'as pas, tu n'y vas pas. Maintenant, il y a toujours une place à la discussion. Imagine clause, tu n'as pas un ST+, mais tu as vu la famille en arrivant sur le SMUR et t'ont dit qu'il avait une douleur thoracique typique et qu'il s'est écroulé juste avant. Je crois que tu as quand même le droit d'en discuter avec le coronagraphiste. Mais lui sera capable aussi de te le refuser si par exemple ça a été massé longtemps et que tu n'as pas d'ST+ sur ton rythme de reperfusion. Tu vois ce que je veux dire? Donc retiens, pas d'ST+, la négociation devient difficile. Ça va? Ça c'est pour le choc cardiogénique. Et ça c'est important pour toi aussi aux urgences. Si un jour tu as un choc cardiogénique vraiment manifeste et sur le SMUR, le patient il est en OAP, il est hypotendu, etc., ne le ramène pas ici s'il te plaît. Parce que l'indication, c'est la coronarographie en urgence. Les chocs cardiogéniques, comme tu sais, plus de 50% des cas, c'est lié à un problème cardiaque coronarien. Il faut aller à la coro assez rapidement. Si jamais ça doit évoluer vers une assistance ou des choses comme ça, ou des prises en charge complexes, on n'a pas de chirurgie cardiaque ici, donc c'est CHU. Maintenant, classe 1B, il y a aussi place à ton libre arbitre. Tu as un patient de 85 ans, tu sais très bien qu'il n'y aura pas d'assistance. Tu sais très bien que ça va être un peu plus managé de manière un peu plus conservatrice. À ce moment-là, tu peux évidemment ne pas surcharger les urgences du CHU pour une coro immédiate. C'est un peu libre à toi. Alors, on le redira ici, mais je pense que tu n'en mets pas. Évidemment, comme vous le savez maintenant, on ne met plus trop les ballons de contre-pression pour les chocs cardiogéniques. Recommandations dans l'hôpital, ça, la seule chose à retenir, c'est la dernière ligne pour vous. Juste pour vous dire que grâce maintenant aux algorithmes de prise en charge assez rapides, finalement, le but du jeu, c'est de faire l'hospitalisation la plus courte possible. Ça ne concerne pas trop les urgences, mais pour que vous compreniez que si le tri est bien fait et que le patient est traité le plus rapidement possible, parce que vous avez bien compris que maintenant, enstémie que vous jugez à haut risque, bah on fait la coro dans les 24 heures, et ben le but du jeu, c'est que ces patients-là, ils sortent assez rapidement. En fait, en 3-4 jours, 2-3 jours, ils pouvaient être sortis. C'est ce qu'ils ont défini de manière théorique. Maintenant, en pratique, ce n'est pas toujours comme ça. Le temps d'avoir l'écho, le temps d'avoir fait l'organisation de la revalidation. Mais le but est quand même ça, en fait, dans les guidelines, c'est de raccourcir l'hospice grâce à la prise en charge. Dis-moi. Basique, c'est ce qu'on a souvent, patient de 50 ans, enstémie, Ouais. n'a plus de douleur sous ses dockers, est stable hémodynamiquement, n'est pas en OAP, n'a plus mal, enfin, voilà. Ouais. Il est stable. Je peux négocier une coro en dehors des 24 heures? Alors à ce moment-là, à partir du moment où tu fais ton diagnostic de enstémie, tu es techniquement, peu importe le stade, tu dois avoir ta coro dans les 24 heures. Oui, je sais, mais je veux dire pratico-pratique. En pratique, si, tu dis, tu téléphones, j'ai un enstémie, les guidelines c'est dans les 24 heures. Maintenant, ton rôle, parce que ça, je veux dire, c'est bête et méchant, c'est enstémie égale coro dans les 24 heures. Ton rôle, c'est de différencier est-ce que ton cas
et à risque de foirer. Est-ce que tu le considères à très haut risque? De ce que tu me racontes, visiblement pas, ce qui n'a plus mal. Mais est-ce qu'il est à haut risque? Donc, est-ce que ça doit être inférieur à 24 heures? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu dois transférer le jour même pour qu'il fasse la choro dans la journée? Ça ne veut pas dire immédiate, mais ça veut dire dans la journée. À ce moment-là, c'est avec le GRAS score, par exemple, au-dessus de 140. C'était vraiment la partie, vraiment, je te laisserai le PowerPoint. C'est vraiment, ça ton rôle, c'est ça. C'est de dire, est-ce que tu penses que le patient, il doit avoir sa choro inférieure à 24 heures? Ça va? Alors typiquement, le cas que tu me racontes le vendredi, on en a déjà discuté. Mais vu que d'un point de vue guideline, c'est d'avoir sa choro dans les 24 heures, il faut que tu transfères. Nous, on ne fait pas de choro le samedi matin ici. Alors, question était un peu plus vicieuse. Est-ce que dis-moi. vos collègues se sont déjà alignés sur le fait qu'ils doivent faire la choro dans les 24 heures, même quand le patient... À nouveau, tu sais très bien comme moi, il y a les guidelines européens et il y a la pratique de tous les jours. Techniquement, nous, c'est ce qu'on doit faire. On va s'y tenir, on va jouer le jeu. À eux de s'aligner aussi. Alors, juste un petit mot, parce qu'ils ont quand même le mérite de faire un tableau comme ça. Une élévation de troponine, ce n'est pas toujours cardiaque coronarien. Il y a plein d'autres choses possibles. Alors là, le tableau, il a juste le mérite de vous rappeler quelques trucs. L'embolie, la dissection, la myocardite, le sepsis. Il y a plein de choses différentes. Et ça, il faut quand même garder en tête et se rappeler que la définition quand même de la quatrième définition universelle de l'infarctus, c'est quand même une clinique hautement suggestive, des modifications ECG et une tropo plus. Je veux dire, la tropo plus seule, ça peut être plein de choses. Mais ça, vous avez clairement l'habitude aux urgences. Mais j'avoue que je trouvais ça sympa que dans les guidelines officiels, ils ont quand même remis quelques petits trucs à bien garder en mémoire. Alors, quelques mots juste pour les complications, des choses que vous avez l'habitude par rapport à la FA par exemple. Ça, par exemple, vous êtes sur le SMUR, vous avez un patient qui passe en FA, il devient instable, vous n'arrivez pas à le gérer avec la cordarone, clairement ne le transférez pas instable, il faut le choquer. D'accord? Ensuite, diabète. Ce qui prime et ce qu'il faut retenir sur le diabète, vous, des chocs aux urgences sur le SMUR, c'est éviter les hypoglycémies, qui vont franchement être délétères d'un point de vue hypoxique sur le cœur. Donc, ce n'est pas vraiment l'hyperglycémie. Bon, il faut la corriger, mais pas de manière agressive. Je veux dire, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les hypoglycémies. C'est la seule chose à retenir. Ça, je trouvais ça sympa parce que cette année, ils se sont un peu mouillés. Et ça, vous en avez quand même de temps en temps. C'est les patients qui sont hémato-oncologiques avec des problèmes de thrombopénie chronique. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire au niveau des charges? Là, ils se sont mouillés quand même. Ils t'ont dit, Claude, que finalement, les patients qui ont des inférieurs à 10 000 plaquettes, aspirine, non. Patient chez qui tu es inférieur à 30 000 plaquettes, ne fais pas de clopidogrel, qui est quand même le plus safe, techniquement parlant. C'est-à-dire que si tu es au-dessus de 30 000, tu as de la place pour finalement le clopi. Et les patients inférieurs à 50 000 plaquettes, là, tu vas clairement éviter tout ce qui va saigner fort. Donc, prasugrel, ticagrelor, tu ne feras pas. Donc, ça veut te dire aussi qu'un jour, tu te poseras sans doute la question, tu as un patient, il a 90 000 plaquettes, et tu penses que c'est utile de le précharger, et tu juges que c'est utile de le précharger, est-ce que tu peux le faire? Oui, tu peux, parce que c'est supérieur à 50 000 plaquettes. D'accord? Ensuite, on arrive un peu à la fin. Les statines, ça on oublie tout le temps. Sur le SMUR, évidemment, je ne vous invite pas à faire ça. Mais si par exemple aux urgences, vous avez votre diagnostic de N-stémie formelle ou même stémie formelle le temps qu'ils partent en SMUR, tout à fait judicieux, et à mon avis ça le sera de plus en plus, d'augmenter la dose d'insuline. Si votre patient il arrive, de statine. C'est-à-dire que s'il arrive chez vous avec une, je sais pas moi, un Lipitor 80, un atorvastatin 40, pardon, imaginons un atorvastatin 40, donc Lipitor 40, il fait un authentique infarctus devant vous, ne le faites pas sortir de votre urgence, sauf si c'est sur un SMUR évidemment, sous atorvastatin 40. Il faut doubler ou il faut augmenter. Donc soit de vous rajouter de l'ézétimie, soit de vous doubler, vous donner un atorvastatin 80. Je pense que dans les études qui vont suivre, on se posera un peu la question même d'autres stratégies comme les anti-PCSK9 ou voir un peu s'il y a des intérêts à stabiliser mieux les plaques avec des high doses de statine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il dit juste qu'il faut majorer. Maintenant, ça ne doit pas retarder votre prise en charge évidemment. Notamment, c'est pour ça que sur le SMUR, laissez tomber. Pareil, ça c'est un peu la même chose. Il dit juste rappel que n'oubliez pas les éthymides, si vous êtes déjà à dose max, vous pouvez le rajouter. Juste un petit mot ici, mais ce n'est pas tellement important pour vous, mais c'est pour vous dire que vous aurez de plus en plus de patients sous polypile aussi. Donc au niveau des traitements, il faudra que vous soyez toujours un peu à jour au niveau des traitements parce que de plus en plus, ils vont avoir des polypiles parce qu'on s'est bien démontré maintenant, ça augmente, je veux dire, la compliance. Donc c'est parfois des associations médicamenteuses qui contiennent déjà une statine, déjà une aspirine. Il y a le trinomia par exemple, pour ne pas le citer. Ensuite,
Ça, c'est assez nouveau de cette année. Les patients qui ont présenté un risque coronarien, s'ils font une grippe, ils ont un haut risque d'avoir un souci par la suite. Donc maintenant, il est vraiment recommandé de manière assez significative de les vacciner. Ça, à nouveau, c'est pas pour le SMUR, mais j'avoue qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis l'année passée et il y a pas mal de grands professeurs qui ont parlé de ça cette année aux guidelines. C'est la colchicine. En fait, colchicine, vous la connaissez pour la péricardite, pour la crise de goutte, etc. Mais en fait, pour l'infarctus illégitime, par exemple, allez clairement, le mec, il a fait un infarctus à 35 ans, à 36 et à 41 ans, et il revient chez vous à 44 ans avec un nouvel infarctus. Très honnêtement, mais c'est un NSTEMI que vous diagnostiquez. Ce patient-là, vous êtes en droit, peut être fait, 2B, de le mettre sous colchicine. Ça, en fait, la colchicine va être anti-inflammatoire parce qu'on suspecte chez ces patients-là qu'il y a un processus inflammatoire. C'est quelque chose qui a été bien démontré et vous allez augmenter la survie du patient et diminuer le risque d'événements cardiovasculaires de votre patient avec la colchicine. Donc, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, c'est au cas par cas. Ça vous arrivera peut-être 1 ou 2 fois par an de ce cas très particulier qui est quand même extrêmement rare. Ça, ils ont fait un petit dessin aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont beaucoup été dans les dessins cette année en 2023. Il a le mérite quand même d'attirer l'attention des urgentistes. En fait, en vrai, vous savez bien, l'infarctus, dans plus de 80% des cas, voilà, c'est une douleur typique, etc. Ça suit vraiment les bouquins, pas de souci. Parfois, c'est un peu plus ésotérique, il y a une douleur dans le bras, il y a une sensation d'indigestion, etc. Mais parfois, et notamment chez la femme, et c'est ça, ils insistent énormément, la présentation n'est pas toujours typique, notamment la dissection coronarienne spontanée. Il faut toujours y penser. Si vous avez une femme qui en a justement d'avoir une dissection, qui n'est pas bien, qui a des sensations de fatigue, nausées, vomissements, essoufflement, c'est vrai qu'on ne va pas toujours penser à la troponine, mais les guidelines ici te rappellent et te disent, ben voilà, ces patientes-là, si tu penses que c'est crédible, peut-être dose la troponine, on ne sait jamais. Parce que la présentation est tellement atypique et il y a plein d'études qui sont sorties justement chez les femmes à l'infarctus. C'est un peu l'entité oubliée et parfois négligée. Et en fait, souvent, tu te retrouves avec des infarctus tardifs chez les femmes parce qu'en fait, quand tu l'as vue aux urgences, tu n'y croyais tellement pas. Et elle revient la semaine après parce qu'elle a fait un STEMI. Et ça arrive. Franchement, je vois ça au moins 3 à 4 fois par an. Donc, exactement. Je ne me suis pas permis dans la présentation officielle de mettre autre chose que à ne pas oublier. Mais exactement, Claude. Mais voilà, gardez-le en tête. Cette dia, elle a juste le mérite de se rappeler. Ben, c'est vrai, il te dit juste, ne les oublie pas. N'est-ce pas, Claude? Alors, ça c'est pour toi, Claude. Mon patient de 57 ans, il est vendredi matin. Il vient pour sa douleur thoracique, franchement typique. Il a H+3. Il est encore mal quand il vient de voir, Claude. Et il a un ECG pareil. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Absolument, mon bon Claude. Donc ici, il y a clairement un syndrome de Wellens, une menace IVA. C'est vraiment un NSTEMI, mais à d'emblée considéré à très haut risque. Alors pour ce cas-là très particulier, il n'y a pas d'ST+. C'est un NSTEMI, donc techniquement, si on suit l'algorithme, on est censé doser les troponines, sauf que comme Claude l'a très bien dit, c'est un syndrome de Wellens. Donc en fait, c'est d'emblée considéré comme un NSTEMI à très haut risque. Il téléphone au coro et c'est coro immédiate. Alors maintenant, est-ce qu'il précharge ou il ne précharge pas? On est vendredi, il va être accepté en coro là maintenant. Il ne connaît pas l'anatomie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste aspégique, héparine, et effectivement, il ne précharge pas. Oui, j'ai bien compris. Effectivement, Claude a absolument raison. On ne met pas d'antipédo Y12. Vous ne connaissez pas l'anatomie, c'est un NSTEMI. Donc, il sait que sur le NSTEMI, on ne précharge pas de routine, donc on ne complique pas la vie. On y va. Voilà, aspégique, héparine. Exactement, Claude. Alors, je dirais, dans les take-home messages, il y en a 9 à retenir. Pas compliqué. Donc, le NSTEMI, pas de pré-traitement systématique, c'est la coronographie dans les 24 heures et si anatomie non connue. D'accord? Donc, retenez que si vous allez à la coro le jour même et que l'anatomie n'est pas connue, pas de pré-traitement. NSTEMI, alors c'est là qu'ils sont un peu pervers, mais ils disent qu'on peut considérer un pré-traitement si vous n'avez pas vraiment de prise en charge dans les 24 heures et qu'il n'existe pas un risque majeur hémorragique. Je te donne un exemple, Claude, parce que ça, ils sont un peu sournois. On est vendredi, toujours. Ton patient, il a eu un petit peu de tropo, mais pas tellement. Il a plus mal. Tu regardes, il n'a aucun critère de gravité. Tu sais techniquement que ce patient-là doit être pris en charge dans les 24 heures, mais il ne le sera pas parce qu'il est hypoxémique, parce qu'il a une bronchopneumonie en plus. Tu vois. Donc tu sais très bien que le coro, il ne va pas le prendre le samedi matin, par exemple, ce cas-là.
parce qu'il y a, il y a un autre truc. Et donc, il sera pris, allez, au mieux, lundi ou mardi. Ce patient-là, effectivement, tu serais en droit de ne pas le transférer, parce que tu sais très bien que pour une autre raison, il ne va pas être pris dans les 24 heures. Mais alors, ce patient-là, est-ce que tu le charges ou pas? Là, il te laisse la possibilité que si jamais il n'est pas à haut risque hémorragique, vu qu'il ne sera pas pris dans les 24 heures, tu pourrais le précharger. Mais alors, ce que moi je ferais dans les fiches pour notre institution, pour ce patient-là, vu qu'on va le précharger peut-être de manière illégitime, on ne connaît pas, je proposerais que pour ces patients-là qui ne vont pas à la coro tout de suite, on les précharge plutôt que du Brilic, plutôt que du Prasugrel. Et qu'on réserve le Prasugrel plutôt à ceux qui vont en coro immédiate, si jamais tu as dû choisir, je vais dire, d'aller colonographier ton patient, et bien sûr qu'il n'y a pas de contre-indication au Prasugrel. STEMI, on peut pré-traiter, mais c'est au cas par cas. Ça ne doit pas être systématique, donc place à la réflexion. Est-ce que ça vaut la peine d'aller pré-traiter votre patient? Je vous redonne l'exemple de tantôt. Patient qui a STEMI authentique, mais il a une EFA, il a 75 ans, vous avez un antécédent en plus d'hémorragie digestive. Vous savez que des guidelines vous autorisent à ne pas pré-traiter. Honnêtement, ce patient-là, le pré-traiterez pas. Okay. Ensuite, héparine IV. C'est seulement si on va au cath lab immédiatement. Nombre de fois que je vois un STEMI sous héparine puis en salle, enfin ça n'a pas de sens parce qu'après en haut ils doivent choisir quand ils vont reprendre le fond d'Aparinux, c'est un peu pénible. Donc si vous ne faites pas la coro immédiatement, fond d'Aparinux. Dernier point ici de cette page-là, privilégiez le Prasugrel si vous avez une personne plutôt jeune et absent d'antécédent d'AVC. Avec ça, vous ne vous tromperez pas. Si jamais vous avez choisi de pré-traiter et donc que vous envoyez à la coro, c'est plutôt Prasugrel en première attention, mais rappelez-vous bien que vous êtes plutôt safe s'il est jeune et s'il n'a pas d'antécédent d'AVC. Il a 80 ans et il a fait un AVC il y a 2 ans, laissez tomber. Un schéma qu'on appliquait habituellement, c'était oui, patient inférieur, enfin supérieur à 75 ans, on abandonnait justement les fiants et on allait sur du Brilic. Absolument, exactement Claude. Et c'est plutôt moins quelque chose comme ça qu'on fera comme fiche ici pour simplifier la vie, exactement. Alors, les derniers take-home messages, les 5 derniers, c'est considérer le risque hémorragique. Ça doit être un peu ce qui doit vous guider, notamment pour le choix du pré-traitement ou pas. Le choix de l'antipédogrel 12, vous devez le rapporter à votre patient. Est-ce qu'il fait de la FA, donc clopidogrel? Est-ce qu'il y a une indication d'anticoagulation long cours? Alors à ce moment-là, clopidogrel. Comme disait Claude, est-ce que je dois le précharger? Enfin, j'ai choisi de le précharger, mais il ne rencontre pas les critères pour mon Prasugrel, mais je trouve qu'il est quand même trop jeune que pour avoir du clopidogrel, j'ai envie qu'il aille à mon truc, et Brilic à ce moment-là. Enfin, intensifier la stratégie polypémiante, n'as pas oublié. L'oxygénothérapie n'est pas systématique. Nombre de fois qu'on voit le patient sous oxygène à fond dans le SMUR, ça se voit de moins en moins, mais on le voit quand même assez souvent. Et enfin, et ça c'est ce qui nous amène aujourd'hui, les guidelines nous laissent de la place pour faire un petit protocole pour que ce soit plus simple pour vous et pour nous, et pour qu'on puisse s'accorder à la même réflexion. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, voilà, il y a mon mail si jamais il y avait quelque chose en particulier. Et sinon, moi, je vous invite à télécharger l'application. Franchement, toute simple. C'est dans les Pocket Guidelines. Vous avez les algorithmes qui sont vraiment simplifiés, les calculs de score, etc. C'est assez simple parfois quand on veut avoir une question, une réponse un peu plus précise, pour ne pas déranger le cardio évidemment. Et enfin voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif, mais comme ça, vous avez compris aussi pourquoi cette année, il nous laisse un peu la balle dans notre camp en disant, en changeant les guidelines, il y a quelque chose qui était systématique, on devait toujours pré-traiter. Maintenant, il nous laisse la place à la réflexion qui peut, comme disait Claude tout à l'heure, parfois apporter une certaine confusion de qu'est-ce qu'on doit exactement faire. Eh bien, vous avez vu maintenant, c'est plutôt au cas par cas. Et nous, on essaiera de faire un algorithme simplifié au maximum, mais il restera toujours une place pour votre réflexion et au cas par cas. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de questions. Je ne sais pas si des questions. Non, c'était très clair. Mais voilà, Merci j'ai essayé. beaucoup. Avec plaisir, Claude.